Donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut optimiser sa fiscalité en France. Donc, c'est à destination du français lambda, du citoyen lambda, qu'il soit salarié, investisseur, qu'il ait un ou deux appartements meublés ou potentiellement auto-entrepreneur. Donc, on a pour objectif de payer toujours moins d'impôts légalement. Donc, le public ciblé, évidemment, ce sont les particuliers lambda, français moyen, enfin citoyens français moyens. Et l'idée, c'est de vous rendre compte qu'il y a des régimes plus avantageux que d'autres en fonction de votre situation. Dans un premier temps, on va regarder les revenus des particuliers. Encore une fois, c'est une vidéo qui ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait plus de temps, mais c'est de vous donner quelques petits tips rapidement. Donc, la première chose que vous devez regarder lorsque vous êtes un particulier salarié, c'est de regarder est-ce qu'il est préférable d'être aux frais réels vs l'abattement de 10%. En fait, c'est simple, vous allez calculer vos frais réels. Parmi vos frais réels, évidemment, vous aurez vos frais kilométriques, vos frais de repas, vos frais de télétravail. Donc, il y a un simulateur pour les frais de kilométrique pour savoir combien ça représente. Et si c'est au-dessus de 10% de vos revenus imposables totaux, vous avez intérêt à aller aux frais réels. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous utilisez votre véhicule pour aller au travail et que vous n'avez pas spécialement un très haut revenu, vous devrez regarder l'option. Par contre, si vos frais réels sont inférieurs à 10% de vos revenus, passez à l'abattement des 10%. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vérifier vos crédits d'impôt. Que si vous avez fait des travaux, par exemple, de changement de fenêtre, potentiellement, vous avez un crédit d'impôt sur, évidemment, une partie du matériel. Donc ça, c'est à vous de regarder. Donc les travaux certifiés RGE, donc les travaux type MaPrimeRénov'. Ou sinon, si vous avez un emploi à domicile, imaginons que vous employez une femme de ménage et qu'elle ne vous a pas fait profiter du crédit d'impôt immédiatement, évidemment, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Donc, ce sont des points que vous devez absolument regarder en tant que particulier. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que n'importe quel particulier, peut-être que vous avez investi en bourse ou peut-être que vous percevez des dividendes, c'est possible. Et donc, évidemment, vous avez deux régimes possibles. C'est d'être à la flat tax, donc le projet de loi de finances qui prévoit maintenant une flat tax à 33%, qui était anciennement à 30%, ou soit vous allez être imposé classiquement à votre taux d'imposition sur le revenu plus prélèvements sociaux. Sachant que les prélèvements sociaux, ils sont de 17,2%. Donc, concrètement, la flat tax, c'est avantageux à partir du moment où vous êtes dans la tranche d'imposition des 30%, parce que sinon, sur vos dividendes et vos plus-values boursières, je précise, sur vos actions, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vous prélever évidemment 30% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait monter la note potentiellement à 47,2. Donc là, la flat tax, ça sera plus intéressante. Et évidemment, si vous avez une tranche inférieure à 11%, ce sera intéressant puisque 11 plus 17,2, ce sera inférieur à 33. D'accord? Maintenant, il y a deuxième chose que vous devez regarder, c'est évidemment si vous achetez des actions, est-ce que vous devez choisir un PEA ou un compte titre? L'avantage du PEA, c'est que à partir du moment où vous avez ouvert votre PEA et que vous avez 5 ans de détention, vous êtes exonéré d'impôts. Par contre, les prélèvements sociaux sont toujours prévus, donc vous serez taxé qu'à 17,2%. Le compte titre, d'un point de vue fiscal, il n'a pas d'avantage, mais vous aurez un plus grand nombre de choix d'actions. Donc concrètement, effectivement, il y a une limite aussi sur le PEA, jusqu'à 150 000 €. Mais concrètement, si vous achetez des actions françaises ou européennes, je vous conseille de les acheter avec votre PEA. Si vous achetez des actions qui ne sont pas disponibles sur votre PEA, utilisez votre compte titre. Voilà un petit peu le conseil. Et donc, on va illustrer ça. Imaginons qu'il y a Monsieur Franck qui est dans la tranche d'imposition des 11%. Il avait acheté 10 000 € d'actions Nvidia en 2018 et il les revend aujourd'hui pour 140 000 €. D'accord? Nvidia a fait foi, je ne sais plus combien depuis 2018, donc c'est tout à fait plausible. Imaginons qu'il soit imposé à la flat tax. D'accord? Et donc, on va prendre simplement 33% de 130 000 €, puisque la plus-value est de 130 000 €, ce qui fera 42 900 € de taxes. Par contre, dans le cas 2, s'il choisit d'avoir
l'impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, vu qu'il est dans la tranche des 11%, d'abord, il va payer 11% de 130 000 euros, ce qui fait 14 000 euros d'impôt sur le revenu, puis 17,2% de 130 000 euros, c'est-à-dire 22 360 euros de prélèvements sociaux. Finalement, ça lui fera 36 660 euros de taxes. Et donc là, pour lui, pour quelqu'un qui est dans la tranche des 11%, il est plus avantageux, évidemment, d'être sur le cas standard IR plus prélèvements sociaux. Attention, par défaut, on peut vous mettre à la flat tax. Évidemment, si vous êtes dans une tranche inférieure ou égale à 11%, vous vous faites enfumer dans tous les cas. Donc vous voyez quand même que l'écart, bon, il est quand même de plus de 6 000 euros, donc c'est pareil. C'est pareil. Maintenant, on va faire un comparatif PEA compte titre. Imaginons qu'on a M. Franck et M. Smith qui sont tous les deux dans la tranche d'imposition des 30%. Ils ont acheté en 2019 10 000 euros d'actions Thales. D'accord ? Aujourd'hui, on considère qu'elles valent 47 000 euros. M. Franck, il a acheté avec son PEA, alors que M. Smith, il a acheté avec son compte titre. Donc, le PEA de M. Franck est ouvert depuis 5 ans, donc il sera exonéré d'impôt sur le revenu au moment de la vente. D'accord ? Donc, il va payer que des prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2% de 37 000 euros, puisque la plus-value a été de 37 000 euros. Donc, il va payer 6 364 euros de prélèvements sociaux seulement. Alors que M. Smith, il va prendre la flat tax de 33%, et donc il va payer 33% de 37 000 euros, soit 12 210 euros. Donc, il y a quand même, encore une fois, un écart de près de 6 000 euros. Donc, vous voyez que le choix fiscal que vous allez choisir, il a tout à fait un impact. On poursuit. Si vous louez en meublé, Français moyen, il peut avoir un appartement en location, voire deux. Et là, pareil, si vous louez en meublé et que, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, que vous êtes considéré comme non professionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail de quand est-ce qu'on passe professionnel, ça c'est simple de le savoir. Et donc, soit vous passez à l'abattement forfaitaire de 50%, soit vous allez passer au régime réel. Donc effectivement, le régime réel, c'est quoi? C'est que vous allez déduire de votre revenu imposable l'ensemble des charges et amortissements. D'accord? Et bien, en fait, l'abattement, si vos charges réelles sont inférieures à 50%, vous avez tout intérêt à prendre l'abattement forfaitaire de 50%. Donc, en termes d'avantages non fiscaux, c'est que c'est simple et que vous n'avez pas besoin d'expert comptable. Alors que le régime réel, effectivement, si vos charges et amortissements sont supérieurs à 50% de vos loyers perçus, vous avez tout intérêt. La contrainte, c'est que ça va nécessiter un expert comptable qui va devoir effectivement calculer votre résultat puisque les amortissements ont des ventilations et il vaut mieux faire appel à un expert comptable. L'inconvénient du régime réel, c'est que c'est plus vrai aujourd'hui, en 2025 ce sera plus vrai, c'était avant. L'inconvénient, c'est que si vous ne souscriviez pas un centre de gestion agréé, votre résultat allait être majoré de 25%, ce qui n'est plus le cas à partir de 2025, donc je ne le précise pas là. Donc ça à regarder. Autre inconvénient du régime réel, c'est qu'au moment où vous allez revendre, les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc là, ça peut faire mal. Donc, autre axe d'optimisation, c'est la CFE. Évidemment, vous allez louer peut-être dans le régime réel et en meublé. Et vous allez payer une CFE, ça dépend des villes, etc. Mais bon, ce sera peut-être de l'ordre de entre 800 et 1000 euros par bien. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que si vous louez à des étudiants, vous êtes fiscalement redevable uniquement du minimum de CFE. Donc, article 1467 du Code général des impôts. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'administration fiscale ne prend pas en compte ce que vous louez à des étudiants et donc, il vous envoie une CFE injustement majorée. Si vous ne réclamez pas rapidement, vous allez payer plein pot. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que, évidemment, il y a un délai pour répondre. Donc, vous devez répondre assez rapidement. Donc, le délai, il faut répondre dans les 1 an, en fait. Il faut répondre dans les 1 an. Sinon, si vous réclamez après, et vous envoyez un courrier, comme quoi c'est trop tard, vous avez dépassé le délai de réclamation. Donc, faites-le, parce que le minimum de CFE, il est autour de 280 euros. Donc, 800 ou 1000 euros versus 280 euros, vous voyez l'écart. Donc ça, c'est uniquement si vous louez à des étudiants. Donc, faites attention à ça, vérifiez-le.
Maintenant, on va voir la plus-value sur les métaux précieux. Donc, encore une fois, vous pouvez souscrire à deux choix fiscaux. Le choix de base, si vous ne demandez rien, ce sera la taxe forfaitaire de 11,5%. Désolé, j'ai mis 11%, mais c'est 11,5%, pardonnez-moi. Et ça, en fait, c'est le truc par défaut, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte que vous ayez une plus-value ou pas. Si vous vendez des métaux précieux, on vous taxe 11,5%. D'accord? Donc là, j'ai fait les calculs, c'est mathématique. Ce sera avantageux de prendre ce régime-là si et seulement si votre plus-value est supérieure à 46,5% du prix d'achat. Autrement dit, que votre plus-value est supérieure à 31,7% du prix de vente. Par contre, vous pouvez optimiser pour les plus-values des biens meubles, c'est-à-dire que vous allez payer de l'impôt sur le revenu plus des prélèvements sociaux. Impôt sur le revenu, 19%, prélèvements sociaux, 17,2%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez ce régime, vous avez des abattements pour durée de détention que je n'ai pas précisé ici, mais que vous pouvez aller checker sur le site des impôts. Donc c'est avantageux évidemment si vous faites une vente de moins de 5 000 euros, puisque vous serez exonéré d'impôt sur le revenu totalement, d'accord. Il n'y aura pas de taxe sur la plus-value puisque vous avez fait une vente de moins de 5 000 euros. Et là, ce sera intéressant si la plus-value elle est inférieure à 46,5% du prix d'achat, c'est-à-dire inférieur à 31,7% du prix de vente. Par contre, la seule contrainte, c'est que vous devez détenir vos justificatifs d'achat et, comme je le précisais, autre avantage, abattement pour durée de détention. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on va faire un comparatif. Donc, on va faire l'exemple de Monsieur Franck qui a acheté un lingot d'or en 2024 au prix de 5 000 euros et là, il le revend au prix de 6 500 euros. Admettons qu'il choisisse la taxe forfaitaire de 11,5% sur le prix de vente. Lui, il va simplement payer 11,5% de 6 500 euros, ce qui fera qu'il va payer 747,5 euros de taxe, c'est-à-dire 747,50 euros de taxe. Et d'un autre côté, il va être à la plus-value des biens meubles, c'est-à-dire qu'il va payer 36,2% de 1500 euros, puisque la plus-value était de 1500 euros, il va payer 543 euros de taxe. Donc là, ce qui est avantageux, c'est d'opter pour la plus-value des biens meubles, bien évidemment. Et donc, on va faire un deuxième exemple, où voilà, vous allez voir pourquoi c'est intéressant de bien choisir, évidemment, la fiscalité. C'est que on prend toujours le Monsieur Franck qui a acheté un lingot d'or en 2021 au prix de 10 000 euros. Il le revend aujourd'hui au prix de 20 000 euros. Donc, il a fait un x2. Soit il prend la taxe forfaitaire de 11,5% sur le prix de vente, soit il prend la plus-value des biens meubles. Donc, moi, évidemment, j'ai regardé, comme j'ai fait x2, ça veut dire que, évidemment, vous comprenez bien que ça représente plus de 50% du prix d'achat. Donc, j'ai tout intérêt, c'est ce que j'ai dit précédemment, à prendre la taxe forfaitaire. Et donc, là, je vais prendre 11,5% de 20 000 euros, ça me fait 2 300 euros de taxe. Deuxième cas, plus-value des biens meubles, c'est-à-dire que je vais me prendre l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. D'accord ? Bon. Comme il a détenu depuis peu d'années, il n'aura pas d'abattement en réalité. Et donc, il va payer 36,2% de 10 000 euros, c'est-à-dire 3 620 euros. Donc, il y a quand même un écart là, ici, de 1 320 euros. Donc, vous voyez, en fonction du choix, encore une fois, ça peut être plus ou moins intéressant, mais toujours à regarder. Et ça, c'est largement à votre portée. Ensuite, on peut regarder rapidement les auto-entrepreneurs. Bon, ça, c'est un sujet, je pense que chaque auto-entrepreneur, la situation, elle est propre à chacun. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour quelqu'un qui a un revenu fiscal de référence sur les années N-1 et N-2, il peut souscrire au prélèvement forfaitaire libératoire, évidemment, si son revenu fiscal de référence est inférieur à 28 797 euros annuels. Donc, ça fera qu'il paiera entre 1 et 2,2% et qu'il n'aura rien d'autre. Alors que dans d'autres régimes, s'il gagne plus ou s'il n'a pas voulu souscrire au prélèvement forfaitaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va non seulement payer des cotisations sociales, donc ça dépend en fonction
du type d'activité, hein, que ce soit BIC, BNC, ça dépend, c'est pas le même taux. Donc je vais pas faire le détail aujourd'hui, plus l'impôt sur le revenu. Et donc là, ça fera plus mal. Par contre, pour quelqu'un qui gagne évidemment plus de 28 700 €, bah, la question ne se pose pas, hein, il sera au régime normal. Par contre, ce que vous devez vérifier, c'est est-ce que votre activité est exonérée de TVA et CFE. Typiquement, les activités d'enseignement en sont exonérées. Si vous pratiquez ce type d'activité et qu'on vous envoie une CFE où on vous demande de la TVA, n'oubliez pas de réclamer. C'est très très important. Évidemment, les centres des impôts, ils ne se prennent pas la tête, hein. Ils envoient, vous ne réclamez pas, vous avez payé, tant pis pour vous. Vous tardez à réclamer, vous ne réclamez pas dans les temps, tant pis pour vous. Et vous êtes prélevé. Et là, vous ne pouvez pas réclamer, hein, d'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc tout ce qui a été dit là est parfaitement légal, parfaitement simple, parfaitement clair. Il y a d'autres types d'optimisation dans lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'il faudrait que je mette beaucoup plus de détails. Là, c'est destiné à un citoyen lambda. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut connaître les différents régimes possibles, comparer le réel vs le forfaitaire selon vos profils, faire appel à un expert comptable en fonction de l'activité, hein, notamment pour arbitrer, notamment sur la location meublée. Donc, est-ce que est-ce qu'il ne faut pas commencer les 3 premières années au réel, puis basculer, évidemment, à l'abattement de 50%? Voilà, c'est des questions que vous devez vous poser. Et après, il faut vous mettre à jour au niveau fiscalité, puisque, évidemment, les lois changent assez régulièrement. Et donc, vous devez mettre vos connaissances à jour. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai pour 2025. Ce ne sera pas forcément vrai pour 2026. À bientôt.